Il y a parfois des bonnes nouvelles et il faut quand même savoir s'en réjouir. La France reste extrêmement attractive au niveau du tourisme. Je ne sais pas pourquoi, mais on est extrêmement attractif pour le tourisme. On n'est pas les numéros un mondiaux, en tout cas on ne l'est plus du tout, mais au moins c'est une bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, on va regarder les points forts de la France, pourquoi les touristes viennent et surtout, on va pouvoir se demander s'ils vont continuer à venir parce que vous allez voir que pour moi, certains points forts ne sont pas du tout évidents de nos jours. La France maintient sa position de leader mondial en tant que destination touristique. Selon l'indice de développement du tourisme et du voyage, le TTDI 2024, publié par le Forum économique mondial, elle se classe quatrième derrière les États-Unis, l'Espagne et le Japon, mais devant l'Allemagne, l'Australie et le Royaume-Uni. Ce classement souligne la résilience et l'attractivité de la France malgré des défis économiques et sanitaires récents. Des indicateurs variés et complets. L'indice TDDI, introduit en 2022, est conçu pour évaluer les conditions permettant le développement durable et résilient du secteur du voyage et du tourisme. Il comprend 5 dimensions. L'environnement général du pays, le climat des affaires, la sécurité. Là, moi, j'ai un doute, j'ai l'impression qu'au niveau de la sécurité, la France, c'est pas si top que ça. Alors peut-être qu'en comparaison avec d'autres pays, ça reste top, moi, j'ai pas l'impression d'être dans un pays sécuritaire. Ça, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Le climat des affaires, j'avais pas l'impression qu'il était bon. Mais, a priori, dans ce voilà, c'est un des critères. Voilà, ça m'a étonné. Les politiques affectant le secteur du tourisme, ça, on est plutôt bon. Les infrastructures, je pense qu'on est encore bon. Les ressources naturelles et culturelles, je pense qu'on est très bon. La durabilité environnementale, je sais même pas en quoi c'est un critère, mais pourquoi pas. Bon. Déjà, sur les critères, vous voyez, il y en a deux où je pense qu'on est plutôt bon, hein, les politiques sur le secteur du tourisme et les infrastructures et les ressources naturelles et culturelles. Donc, trois, pardon, où on est plutôt bon. L'environnement général du pays, le climat des affaires et la sécurité. Moi, comme ça, j'aurais dit que la France, c'était vraiment pas, c'était vraiment le top, pas le top. Et la durabilité environnementale, là, je vois vraiment même pas l'intérêt d'un critère comme ça. Je ne sais pas si vous allez dans un pays en fonction de sa durabilité environnementale. Je vais visiter un pays, sa durabilité environnementale, j'y fais pas très attention, mais bon, je sais pas. Dites-moi si c'est un critère pour vous pour aller visiter un pays. Ces dimensions sont subdivisées en 17 sous-catégories et 102 indicateurs, offrant une analyse détaillée et nuancée de chaque pays. Le classement de la France, pardon, reflète sa performance exceptionnelle dans plusieurs domaines clés. Sa diversité culturelle, là on est d'accord, regardez au-dessus de moi, là j'ai le Moulin Rouge et vous avez l'Opéra et vous avez, enfin voilà, je ne vais pas vous faire l'article pour Paris, mais c'est vrai que c'est en dehors de la politique de la ville qui est catastrophique, il y a quand même des choses absolument exceptionnelles à voir à Paris. Ces infrastructures de transport avancées, et honnêtement, c'est vrai que le métro parisien, même si ça pue, et ça pue même de plus en plus fort, si vous n'êtes pas obligé d'aller au travail le matin ou d'en revenir le soir aux heures où c'est bondé, et donc le reste de la journée, quand vous êtes touriste, c'est surtout le reste de la journée, c'est un très bon moyen de transport, on est d'accord. Bon, après, il y a le train, il y a plein de choses, mais là, je parlais de la capitale. Et ces politiques touristiques favorables sont des atouts majeurs. Je suis d'accord là-dessus. Le pays bénéficie également d'un environnement commercial propice et d'une sécurité élevée. Et c'est là que je ne comprends pas comment le forum peut nous avoir noté avec une sécurité élevée, parce que vraiment, quand on regarde les journaux, quand on lit à quel point la France est devenue dangereuse, je suis un peu surpris. Alors, c'est sûr que par rapport au Mexique ou à certains pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique, on doit être relativement bien protégé. Mais quand même, là, j'ai été assez surpris. Ce sont des éléments cruciaux pour attirer les touristes internationaux. Et justement, moi, j'avais l'impression qu'on commençait à pêcher sérieusement sur ces éléments.
Je vois souvent des vidéos tournées par des Chinois ou des Japonais à Paris et c'est rarement à notre gloire, quoi. Donc là j'ai un doute, mais dites-moi vous, votre vécu. Peut-être que je me trompe, hein. Ça peut être tout à fait moi qui vis sur une autre planète, hein. Dites-le moi. La domination des économies à haut revenu. Le rapport du WF souligne que les économies à haut revenu, principalement en Europe et en Asie-Pacifique, dominent le classement. Sur les 30 premiers pays, 26 sont des économies à haut revenu, dont 19 en Europe. Bah, ne serait-ce que parce que, du coup, comme on est des pays à haut revenu, on a des infrastructures qu'il faut pour accueillir les touristes facilement, des infrastructures de transport qui vont bien et une sécurité qui, malgré tout, malgré ce qu'on dit sur la France, et ce que je dis sur la France, par rapport à la Colombie, ça va, quoi. Voilà. Hein, par rapport au Niger, ça va aussi, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est voilà probablement pourquoi. Cette tendance s'explique par des conditions favorables au développement du tourisme, telles que les infrastructures solides, c'est ce que je disais, un marché du travail dynamique et des politiques de voyage ouvertes. La Chine, en tant que pays en développement, se distingue par sa progression dans le classement, atteignant la huitième place. Cela illustre que même les économies émergentes peuvent améliorer significativement leur attractivité touristique grâce à des investissements stratégiques et des réformes politiques. Un secteur en reprise post-Covid. L'étude du WEF, World Economic Forum, met en lumière la reprise du secteur touristique mondial après la pandémie de Covid-19. Oui, enfin, forcément, hein, les gens repartent faire du tourisme puisque maintenant on les laisse voyager. En 2024, le secteur devrait retrouver ses niveaux d'avant-crise, soutenus par une augmentation significative de la demande mondiale, une offre accrue de vols et une plus grande ouverture internationale. Les investissements dans les sites naturels et culturels jouent également un rôle crucial dans cette reprise. Les statistiques montrent que les pays ont bénéficié de la levée des restrictions de voyage et de la relance économique globale. Le secteur touristique, essentiel pour de nombreuses économies, a démontré une résilience remarquable face à l'un des plus grands défis de notre époque. Les défis actuels et futurs du tourisme. Cependant, malgré cette reprise, le secteur touristique doit relever plusieurs défis. Les risques macroéconomiques, géopolitiques et environnementaux sont en augmentation, affectant potentiellement la stabilité du secteur. Mais vous voyez, le risque environnemental en Europe, c'est quoi? C'est quoi exactement? Même dans la plupart des pays du monde. Enfin, honnêtement, quand je vais voyager, où est le risque environnemental? C'est- J'ai l'impression, moi, de plus en plus que c'est des mots qu'on utilise comme ça, mais sans. Parce que, voilà, parce qu'on a décidé qu'il y avait le réchauffement climatique. Donc, on utilise ce mot-là comme ça, mais sans réelle raison. Je ne vois pas de risque environnemental. Dites-moi si vous en voyez un, mais je ne vois pas dans les pays que je pourrais aller visiter un risque environnemental. La durabilité est devenue une préoccupation majeure avec une surveillance accrue des pratiques environnementales des entreprises touristiques. Je vois pas. Vraiment, je vois pas. C'est-à-dire, je le fais pas par méchanceté ou parce que ça commence à me gaver qu'on parle toujours comme ça de l'écologie, mais je vois pas. Je fais ce que je peux. Je vois. Moi, ça ne m'intéresse. Moi, je me fous complètement du côté écologique. C'est-à-dire que euh, si demain je veux aller visiter l'Autriche ou le Zimbabwe ou le Japon, je me poserai pas une seconde la question de mais est-ce que c'est un pays vraiment écologique? Et je serais curieux de savoir combien de personnes dans le monde se posent la question de est-ce que le Japon est vraiment un pays écologique au moment où il a décidé d'aller visiter le Japon. À mon avis, tout le monde s'en fout, quoi, mais complètement. Et je ne sais pas combien de touristes viennent du bout du monde pour visiter la France parce que Emmanuel Macron est pour l'écologie, quoi. Et je comprends pas. Voilà, pour moi, c'est vraiment un autre monde. Alors, je ne sais pas si c'est moi, à cause de mon âge, qui suis pas câblé maintenant comme les jeunes, mais honnêtement, je comprends pas. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous, quand vous allez faire des voyages, l'une des raisons pour lesquelles vous voyagez, c'est que le pays dans lequel vous allez est un pays écologique, qui trie ses poubelles, qui a des éoliennes. Est-ce que c'est ça que vous regardez
comme raison pour faire ou ne pas faire un voyage? Franchement, dites-le moi dans les commentaires parce que là, moi, c'est un sujet qui m'échappe, mais alors complètement. Complètement. Les nouvelles technologies, notamment le big data et l'intelligence artificielle, transforment également le paysage touristique. Ces technologies offrent de nouvelles opportunités pour améliorer l'expérience des voyageurs et optimiser les opérations. Mais elles nécessitent des investissements et une adaptation rapide des acteurs au secteur. Ça me fait penser à un truc que j'ai essayé il n'y a pas, enfin si, maintenant il y a 2-3 ans peut-être, mais que j'ai beaucoup aimé, c'est Avignon. Alors c'est pas de l'IA, ok, hein, c'est de la technologie relativement faible, mais ça m'a fait toucher du doigt l'intérêt de ce genre de choses pour les voyages. Quand je suis allé à Avignon avec mes enfants, on a visité donc le Palais des Papes. Et dans le Palais des Papes, on vous donne une tablette. On vous donne une tablette et vous allez voyager différentes salles. Et en fait, à chaque fois que vous rentrez dans une salle, si vous voulez, c'est une salle nue en pierre blanche. Hein, c'est le Palais des Papes, c'est des grandes salles nues en pierre blanche. C'est par hasard parce que c'est très beau, mais bon, voilà, vous avez vu une immense salle en pierre blanche. Ok, voilà, ça vaut le coup d'aller le voir de toute façon, mais vous voyez, c'est limité. Or, sur la tablette, en fonction, vous regardez votre tablette et votre tablette décore entièrement le mur que vous avez devant vous. C'est-à-dire, si par exemple vous êtes dans la salle à manger, vous allez mettre votre tablette devant vous et la tablette va repérer où vous êtes dans le Palais des Papes et elle va vous mettre tout le décor de la salle à manger. Et en fait, vous allez voir la salle à manger telle qu'elle était à l'époque du Palais des Papes, enfin à l'époque où il y avait des papes encore. Et j'ai dit Avignon ou j'ai dit une autre ville, bon, je sais plus. Peu importe. Mais donc la tablette va vous montrer ça et vous allez vraiment voir à quoi ressemblait un banquet pendant pendant que les papes étaient là, dans cette pièce-là. Puis vous allez changer de pièce, vous allez dans la cuisine, vous allez mettre votre tablette et ça va vous représenter exactement comment marche. La cuisine, vous avez une grande pièce pleine de murs et une cheminée. Bon, ça vous, voilà, c'est beau, mais vous voyez, ça vous parle pas plus que ça. Vous mettez la tablette, vous voyez les bœufs qui sont en train de rôtir dans la cheminée, vous voyez les petits gâteaux, vous voyez vraiment une cuisine telle qu'elle était à l'époque. Et du coup, alors c'est pas de l'AI, c'est pas des choses comme ça, mais je suis d'accord, c'est pas non plus du big data, je pense, mais du coup, je suis d'accord que en fait, ces technologies, si vous voulez, elles révolutionnent la visite. Parce que honnêtement, ça vous transforme votre visite. C'est pas du tout la même visite que vous faites sans tablette et avec tablette. Et je pense que je suis assez d'accord sur le fait que l'AI et le big data vont probablement transformer la façon dont on visite les musées, les villes, etc. Et ça va être un gros, gros plus. Ne serait-ce, vous voyez, encore plus ancien que le Palais des Papes, j'ai fait le Louvre avec mes enfants. Quand vous allez au Louvre avec des enfants, honnêtement, vous n'avez qu'une peur, c'est qu'ils se cassent les pieds. Parce que bon, vous allez leur montrer un tableau, ils vont dire c'est très beau. Vous leur montrez deux tableaux, des enfants petits, hein. Deux tableaux où ils disent bon, bah, ok, c'est très beau, mais vous pouvez pas aller tellement au-delà, hein, parce que bon, au bout d'un moment, même des enfants particulièrement intelligents comme le mien, attends, je rigole, mais ça les gave. Mais le Louvre avait un système où on mettait des casques audio et il y avait une chasse au trésor. Et donc, les enfants suivaient une chasse au trésor. Ils passaient d'un tableau à l'autre. La voix leur expliquait, grosso modo, ce que montrait le tableau, quel était l'indice pour le trésor, et puis comment aller au tableau suivant. Et donc, tac, ils allaient au tableau suivant, et de nouveau, la voix leur en prenait le tableau, etc. Et donc, vous aviez 1 heure et demie, comme ça, je crois, avec vos enfants, et c'était très cool. Et c'était très, très cool. Et c'était vraiment un bon moyen de visiter le Louvre. Alors ça, c'est très vieux, hein, c'est très, très vieux. Mais je vous parle de ça, c'était peut-être il y a 10 ans. Mais c'est peut-être encore en place aujourd'hui. Hein, mais voilà, moi, j'ai fait ça il y a 10 ans avec mes enfants quand ils étaient très petits. Et ben, c'était très cool. Et j'espère que l'AI, la big data, va permettre justement au Louvre d'améliorer encore l'expérience du Louvre. Vous allez pouvoir visiter le Louvre et vous faire plaisir, quoi. Alors, il y a des gens qui sont suffisamment matures, suffisamment grands, suffisamment experts pour se faire plaisir, aller voir tableau par tableau, etc. et avoir du plaisir comme ça. Mais pour des enfants, bah, honnêtement, ça change tout. Et même moi, j'ai fait
Alors j'ai pas fait si j'ai fait le truc des enfants avec mes enfants quand même parce que c'est marrant, mais j'en ai fait d'autres moi-même où il y avait justement des parcours faits par le Louvre. Vous arriviez dans une pièce, vous tapiez pas les 20 tableaux de la pièce sans avoir rien compris. Ils vous indiquaient voilà, ce qu'il faut voir dans tel et tel tableau. Et puis vous amenez vers un autre tableau qui allait mieux vous expliquer les choses. Enfin bon, voilà, c'était vraiment bien fait. Et je crois beaucoup, beaucoup à ça pour l'avenir. Je vous raconte un peu ma vie, mais enfin bon. Ces technologies offrent de nouvelles opportunités pour améliorer l'expérience voyageur et optimiser les opérations, mais elles nécessitent des investissements et l'adaptation rapide des acteurs du secteur. La pénurie de main-d'œuvre est un autre défi majeur. Le secteur touristique, fortement dépendant de la main-d'œuvre, souffre d'une difficulté de recrutement exacerbée par les conditions économiques et la concurrence avec d'autres secteurs. La France, par exemple, doit s'assurer de disposer d'un vivier de talents suffisant pour maintenir sa compétitivité. Une vision pour l'avenir. Pour rester en tête du classement mondial et assurer un développement durable, la France et les autres économies doivent continuer à innover et à investir dans le secteur touristique. Les politiques doivent se concentrer sur la création d'un environnement favorable aux affaires, le développement des infrastructures et la préservation des ressources naturelles et culturelles. Parfaitement d'accord avec cette phrase. La collaboration entre le secteur public et le secteur privé est essentielle pour relever les défis actuels et futurs. Les initiatives visant à améliorer la durabilité et à intégrer les nouvelles technologies et à attirer une main-d'œuvre qualifiée sont cruciales. Les politiques de soutien, les incitations fiscales et les programmes de formation peuvent aider à surmonter ces obstacles. Conclusion. La position de la France en tant que quatrième économie touristique mondiale souligne ses nombreux atouts et sa capacité à surmonter les crises. Toutefois, pour maintenir cette position, se préparer aux défis futurs, il est crucial d'adopter une approche proactive et innovante. En mettant l'accent sur la durabilité, l'innovation technologique et le développement des talents, la France peut non seulement préserver, mais aussi renforcer son attractivité touristique pour les années à venir. Bon, donc c'est une bonne nouvelle. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez été surpris comme moi pour qu'on classe la France comme un pays sûr? Moi, je n'avais pas l'impression que c'était un pays sûr. Et business, encore une fois, je ne me compare pas à la Colombie, hein, je me compare à mes voisins. Hein, donc voilà. Business friendly, moi, ça m'a aussi vraiment surpris. Et est-ce que vous pensez, vous, je vous ai déjà posé la question, mais je la repose avant de couper la vidéo, est-ce que vous, vous allez faire ce genre faire des voyages? Est-ce qu'avant de faire des voyages, vous vérifiez que le pays est vraiment éco-friendly, qu'il est écologique, qu'il utilise des éoliennes, qu'il utilise du développement durable, etc. Ou est-ce que, comme moi, vous n'en avez cure, vous n'en avez absolument rien à faire? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.